L'histoire commence avec un garçon nommé Harel, assis avec sa famille pour le déjeuner. Le père d'Harel s'étonne du calme de son fils, affirmant qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit à l'idée de savoir quelle classe de héros il obtiendrait. Sa mère s'exclame elle aussi qu'elle est impatiente, tandis que sa grande sœur est convaincue que son frère surpassera tous ses camarades de classe. La mère acquiesce, persuadée que son fils attirera toutes les filles par son charme, ce qui inquiète la sœur d'Harel, craignant qu'on ne le lui arrache. Cependant, Harel garde les pieds sur terre et pense qu'il ne sera qu'un garçon ordinaire parmi d'autres. Dans le monde d'Harel, les classes de héros sont des dons d'un être supérieur accordés aux jeunes lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, leur permettant de se spécialiser dans diverses compétences. Lorsque vient le moment de la cérémonie de bénédiction, tous les élèves se rassemblent à l'école et un prêtre commence par le premier garçon. Il pose sa main sur son front et l'enfant voit aussitôt une image de feu, confirmant qu'il deviendra forgeron. Le garçon retourne vers son père, rayonnant de joie, tandis que le prêtre poursuit avec les autres élèves. Quand vient le tour d'Harel, sa sœur affirme qu'il recevra une bénédiction spéciale et il s'avance vers le prêtre, encouragé par les acclamations de sa famille. Les gens commencent à chuchoter, envieux, persuadés qu'Harel héritera de classes avancées comme ses parents, Farah et Léon, respectivement princesses de... Mais lorsque Harel s'approche du prêtre, il ferme les yeux, se concentre et ne voit rien. Le prêtre, surpris, annonce qu'Harel ne possède aucune bénédiction et qu'il s'agit d'un cas rare, un héros. La famille d'Harel perd aussitôt toute son excitation, pensant avoir été dupée et voyant déjà son avenir réduit à celui d'un raté sans talent. Le lendemain, Harel se met à pratiquer l'escrime ordinaire. Ses parents lui assurent qu'ils ne l'expulseront pas de la maison. Harel leur répond qu'il va bien et qu'il ne veut pas être un poids mort, tandis que sa sœur promet de continuer à le soutenir. Voyant l'inquiétude de sa famille, Harel leur rappelle une fois de plus qu'il s'est toujours entraîné à l'escrime avec sa mère et qu'il peut rester utile. Même, cependant, il pense que sa mère est une terrible enseignante, car elle le projette toujours au loin durant l'entraînement grâce à sa force incroyable, conclut-il en terminant son explication. La mère d'Harel se réjouit que son fils soit si sage, tandis que son père songe qu'il pourrait en réalité décrocher un vrai travail. En les voyant tous s'extasier sur lui, Harel se lasse de l'attention de sa famille et part s'entraîner. En entrant dans le terrain d'entraînement, Harel aperçoit 2 élèves de la classe des épéistes en plein duel. Pendant qu'ils se battent, les garçons remarquent Harel et lui demandent ce qu'il fait là sans classe. Il leur répond calmement qu'il va s'entraîner comme eux. Mais les garçons rétorquent qu'ils s'amusent seulement avec leurs épées puisqu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner grâce à leur classe. Ils proposent alors de montrer à Harel les compétences qu'ils ont acquises et reprennent leur affrontement. En les observant, Harel remarque la fluidité de leurs mouvements dus à la classe d'épéistes et leur demande de l'affronter. L'un des garçons rit de son audace, le défiant sans même avoir de classe. Mais Harel pense qu'il n'en a pas besoin et se sent insulté. Le garçon accepte donc le défi d'Harel afin de lui donner une leçon. Avant le combat, il lui demande de s'assurer qu'il a toujours la bénédiction de protection, ce bouclier temporaire que chacun reçoit à la naissance et qui se régénère tant que l'utilisateur ne subit pas de dommages. Harel acquiesce et confirme qu'il ne risque pas de perdre la vie face à leurs attaques puissantes, puis lui dit de se préparer au duel. Irrité par ses railleries constantes, le garçon fonce sur Harel et abat son épée. Mais celui-ci part aisément l'attaque, à la stupéfaction de son adversaire. Harel esquive ensuite une nouvelle taille avant de bloquer l'épée de son opposant dans une parade. Le partenaire du garçon croit qu'il s'amuse simplement et lui dit d'en finir. Mais il lui répond qu'Harel n'est pas si facile à combattre. Alors qu'ils échangent encore des parades, le garçon comprend qu'il ne peut vaincre Harel seul. Il triche et demande à son camarade de l'aider. L'autre saute sur Harel par derrière, mais celui-ci sent l'attaque et l'évite de justesse. En observant les 2 garçons se disputer entre eux, Harel réalise que leur classe ne leur apprend pas à travailler en équipe. Il en profite alors pour les achever tous les 2, les garçons le voient arriver. Mais soudain, Harel disparaît de leur champ de vision avant de réapparaître sous l'un d'eux et de l'assommer d'un coup de poing à la mâchoire. Alors que son coéquipier s'effondre, l'autre se précipite pour attaquer Harel, mais trébuche sur son ami, offrant ainsi à Harel l'occasion de l'assommer à son tour. Les 2 garçons à terre, Harel annonce calmement qu'il a gagné le combat, mais ils se fâchent et prétendent qu'il les a attaqués alors qu'ils n'étaient pas sur leur garde. Ils demandent un match retour,
qu'Arel accepte sans hésiter. Mais avant que cela ne commence, un garçon derrière eux les avertit de ne pas insister, leur rappelant qu'on ne peut pas inventer de fausses excuses comme celle-ci sur un vrai champ de bataille. Après que le garçon aux cheveux roux leur a dit qu'ils font honte à tous les épéistes, l'un des deux tente de répliquer, mais son ami lui rappelle le haut statut du roux. Le garçon aux cheveux rouges s'avance alors vers Arel et lui demande s'il est bien le fils de Farah, la princesse de l'épée. Quand Arel acquiesce, le garçon le félicite d'avoir appris une solide escrime auprès de sa mère. Cependant, il lui rappelle que les deux épéistes qu'il a mis à terre ne sont que des enfants inexpérimentés, tout en pointant son épée vers lui pour le défier dans un vrai combat. Le garçon déclare qu'il va prouver la véritable puissance de la classe des épéistes, tandis que les deux autres se demandent s'il n'est pas le fils d'Evan, le capitaine de la garde du village. Le garçon confirme son identité, et Arel se souvient que son père contactait souvent sa mère pour chasser les monstres. Arel trouve que ce joli garçon ne ressemble en rien à son père et se demande s'il finira lui aussi par devenir un homme bourru. Les épaules du roux se mettent à trembler tandis qu'il loue son père, qu'il considère comme un épéiste puissant et un mentor avisé. Il estime injuste que, malgré les grandes qualités de son père, la mère d'Arel lui ait volé son titre d'épéiste le plus fort du village. À ces paroles jalouses, Arel comprend que le garçon déverse simplement sa frustration sur lui à cause de la haine qu'il voue à sa mère. Le roux, gêné d'être percé à jour, demande tout de même à Arel s'il pense la même chose. Arel confirme que sa mère est bien la personne la plus forte du village, mais le garçon lui rétorque qu'il a hérité, lui, du meilleur talent d'épéiste de son père. Il veut donc vaincre Arel pour prouver que sa famille est supérieure. Une fois calmé, le garçon dit à Arel qu'il est devenu épéiste il y a déjà 1 an et qu'il s'entraîne assidûment sous la supervision de son père depuis. Grâce à sa pratique acharnée, le garçon pense qu'il n'a aucune chance de perdre. Cependant, Arel lui rappelle qu'il a lui aussi reçu l'enseignement de sa puissante mère et qu'il ne va donc pas perdre contre lui. Les deux garçons lèvent leurs épées pour commencer le combat et le roux attaque le premier. Arel part son attaque et riposte, et tous deux s'engagent dans une bataille acharnée. Observant les échanges, les deux autres garçons sont choqués de voir qu'Arel tient tête au roux malgré son absence de classe. En voyant le garçon manier son épée, Arel admet qu'il est bien plus fort que les deux autres, mais que ses mouvements sont motivés par la colère. Arel attend qu'il fasse une erreur pour attaquer lorsqu'une ouverture se présente. Cependant, le garçon déclenche une compétence double tranchant qui repousse Arel contre un mur. Le roux est surpris que sa première attaque ait été bloquée, mais remarque qu'Arel a été blessé par la seconde. Perdant finalement son calme, Arel demande quelle est cette capacité, et le garçon explique qu'il s'agit d'une compétence de classe épéiste qui ne peut pas être bloquée par quelqu'un sans classe. Pourtant, Arel se sent déterminé à apprendre à la contrer avec suffisamment d'entraînement, et le roux loue sa résilience. Quelques jours plus tard, la sœur d'Arel l'observe ronfler tard le matin et tente de le réveiller avec un baiser. Il se lève avant qu'elle ne puisse le toucher, la repoussant froidement de la tête. Offensée, sa sœur exige un baiser d'excuse avant qu'il ne quitte sa chambre pour aller prendre le petit déjeuner. Leur mère sourit et sert le repas, et la famille s'assoit pour manger ensemble. La sœur d'Arel lui demande s'il va s'entraîner à nouveau, et il hoche la tête. Cela la met en colère, et elle lui dit de se ménager et de la laisser le soutenir. Cependant, Arel l'ignore et se lève pour partir, et sa sœur se demande pourquoi il s'entraîne chaque jour depuis son retour à la maison, après avoir été mise à terre. Farah la rassure en expliquant qu'Arel ira bien, précisant qu'elles ignorent un secret. Elle emmène sa fille dehors et ouvre un coffre rempli d'épées brisées, révélant l'intensité de l'entraînement d'Arel ces derniers jours, ce qui surprend sa sœur. La mère d'Arel se sent heureuse que son fils ait été inspiré après avoir combattu d'autres enfants. La détermination d'Arel réjouit également sa sœur, mais elle souhaite toujours créer un monde où les personnes sans classe, comme lui, ne soient pas discriminées, tandis que leur mère sourit à son noble objectif. Pendant ce temps, dans une forêt, Arel frappe une cible d'entraînement sur un arbre avant de reculer pour préparer une attaque. Il libère ensuite une double tranche comme le rouquin et se sent satisfait de sa puissance, tandis qu'Arel pense que s'être fait battre par le rouquin en valait la peine. Un gobelin le suit silencieusement depuis des buissons. Il bondit pour attaquer avec sa massue, mais Arel se retourne et le vainc avec une double tranche, ressentant de la joie devant la puissance de sa technique.
Un grand monstre rugit derrière lui. Il se retourne pour signaler l'apparition du monstre à la sécurité du village, mais s'arrête après avoir entendu un cri paniqué. Reconnaissant le cri, Harel se retourne, pensant qu'il n'a pas le temps d'appeler la sécurité avant que cette personne ne soit blessée. Il saisit le manche de son épée et s'élance dans la forêt, se rassurant mentalement qu'il ira bien. Une fois proche de la source, Harel jette un coup d'œil depuis un buisson et voit le rouquin avec un bras ensanglanté. Puis, il remarque un hobgoblin géant au-dessus du garçon et se demande pourquoi il est apparu. Harel réalise alors que le rouquin s'entraînait aussi comme lui et avait vaincu quelques gobelins sauvages, ce qui a attiré le hobgoblin de tête. Alors que le hobgoblin pousse le garçon dans un coin, Harel se place derrière lui et se prépare à lancer son attaque depuis le meilleur angle. Harel prend une profonde inspiration pour se préparer et le rouquin pense que tout est fini pour lui. Le hobgoblin lève sa massue pour le coup de grâce, mais soudain, Harel l'abat avec une attaque en double tranche. Après que le monstre tombe au sol, Harel pense avoir enfin maîtrisé le jeu de jambes de cette technique. Le rouquin essaie de marcher, mais il trébuche dans les bras d'Harel. Remarquant que le garçon a perdu sa bénédiction de protection, Harel lui demande s'il a de l'eau bénite pour soigner ses blessures. Le garçon regarde silencieusement sa bouteille d'eau écrasée sur le sol, alors Harel lui propose sa propre eau bénite. Après avoir bu l'eau, ses blessures disparaissent et le rouquin se sent agacé par la puissance qu'Harel a acquise. Harel remarque que son énergie est revenue et le garçon le remercie pour son eau avant de lui demander à nouveau des détails sur sa puissante technique. Harel lui rappelle calmement que ce n'est qu'une double tranche, mais le garçon demande comment il a appris cette technique sans avoir de classe. Sachant que les personnes ordinaires ne peuvent pas apprendre de compétences spéciales, Harel explique qu'il a poussé son entraînement à ses limites pour cette seule technique. Le rouquin se sent confus. Alors Harel lui explique qu'il a appris la compétence en s'adaptant à son rythme et à son jeu de jambes. Puis, Harel dit au rouquin qu'il était la ressource la plus importante, car il l'a aidé à comprendre la technique après l'avoir battue des dizaines de fois avec elle. Alors que le garçon se sent dépassé par cette information, Harel lui dit qu'il a entraîné la technique de la double tranche pour le vaincre lors de leur revanche, impressionné par sa propre détermination. Le rouquin accepte le défi de la revanche. Harel lui demande s'il est sûr, mais le garçon lui répond que c'est le minimum qu'il puisse faire après l'avoir sauvé et guéri ses blessures. Harel se sent surpris qu'il sache comment rendre les faveurs, et le garçon se sent insulté par sa faible opinion de lui. Bientôt, les deux garçons se préparent avec leurs épées et commencent leur duel avec une double tranche au même moment. Tout en étant choqué qu'Harel ait bloqué les deux attaques, le rouquin est touché. Il se demande ce que c'était, et Harel lui dit qu'il a ajouté une troisième tranche. Le rouquin rappelle à Harel que cela s'appelle la double tranche, mais Harel explique que, comme il n'a pas reçu de compétences prédéfinies d'une classe, il peut modeler sa technique comme il le souhaite. Il révèle au garçon que c'était la première fois qu'il utilisait avec succès la troisième frappe, ce qui le frustre encore plus. Le rouquin pense qu'une compétence de swordsman n'est censée perdre contre personne, alors Harel lui dit qu'il le prouvera lors d'un autre combat. Les deux garçons lèvent à nouveau leurs épées et le rouquin se calme, pensant qu'il a un avantage de vitesse sur Harel. Alors qu'ils lancent tous deux leur double tranche, le rouquin surveille la troisième tranche d'Harel. Cependant, la vitesse de cette troisième tranche le prend toujours par surprise et le fait tomber malgré le blocage. Harel pointe son épée vers le garçon vaincu et lui dit que ce résultat n'était que prévisible. Le rouquin lui demande pourquoi sa troisième frappe est si rapide, et Harel explique qu'il a appris l'astuce grâce à lui également. Harel révèle qu'il contrôle ses deux premières frappes pour qu'elles soient plus lentes et qu'il applique toute sa force sur la troisième frappe pour prendre l'adversaire au dépourvu. Se sentant complètement dépassé, le rouquin grince des dents en signe de défaite, tandis qu'Harel s'éloigne victorieux. Quelques jours plus tard, alors que la famille d'Harel dîne, Farah révèle que le fils d'Evan est parti s'entraîner à Brescia. Surpris par cette nouvelle, Harel demande ce qu'est Brescia, et sa mère lui explique que c'est la ville des épées. Elle lui raconte qu'elle s'entraînait dans une guilde là-bas avant son mariage, et Harel se sent excité à l'idée de visiter la ville et d'explorer tout son potentiel en tant que héros sans classe. 5 années plus tard, Harel, désormais plus âgé, prend la route vers la cité de Brescia à bord d'une carriole. En traversant une forêt, le cocher informe les passagers qu'ils atteindront bientôt Brescia après avoir gravi une colline.
Une femme, assise à l'intérieur, demande aux autres voyageurs s'ils se rendent tous au même endroit. Un barbare épéiste lui répond froidement, ce qui la pousse à lui demander pourquoi il est si agressif. Le barbare pointe alors du doigt sa tenue vulgaire. La jeune femme explique que, pour sa classe de duellistes aux doubles lames, moins de vêtements signifie plus de liberté de mouvement. Les deux épéistes commencent à se chamailler et le cocher souligne la puissance offensive de leurs classes avancées. Soudain, il stoppe net la carriole. Une horde d'orques sauvages bloque le chemin. Il demande alors aux deux bretteurs de prouver leur force. Mais, perdant leur assurance, les deux épéistes tremblent de peur en voyant l'imposant roi des orques se lever. Une simple villageoise, prise de panique, agrippe le bras du garçon pour se rassurer. Mais celui-ci la repousse violemment avant de s'enfuir. La femme suit son exemple et s'échappe à son tour, tandis que le cocher prend aussi la fuite. C'est alors qu'Arel s'avance calmement et fonce seul dans la horde d'orques. À mesure qu'il déchiquette ses ennemis, le cocher, resté non loin, remarque sa compétence de déplacement fulgurant. Voyant Arel encerclé, il pense que le jeune homme est condamné. Mais soudain, Arel se met à tournoyer comme une tornade, tranchant tous les orques autour de lui, à la stupéfaction générale. Le cocher reconnaît immédiatement la fameuse danse de l'épée, une technique légendaire de la princesse de l'épée. Il se demande comment Arel peut l'utiliser alors qu'il s'agit d'une technique réservée à une classe féminine. Sous ses yeux, Arel esquive l'attaque écrasante du roi des orques, bondit par-dessus sa tête et enfonce sa lame dans son crâne. La créature s'écroule, inanimée. Puis, Arel revient tranquillement et demande au cocher de le conduire à Brescia. Lorsqu'il annonce vouloir devenir plus fort là-bas, le cocher s'exclame qu'il est déjà bien trop puissant. Un jeune passager, émerveillé, demande à Arel quelle est sa classe. À la surprise générale, il révèle qu'il n'en a aucune. Il est totalement sans classe. On apprend alors que, 5 ans plus tôt, Arel avait montré à sa mère la technique du double tranchant qu'il avait apprise en observant le rouquin. Sa mère pensa d'abord rêver, mais Arel lui expliqua qu'il parvenait à acquérir des compétences même sans posséder de classe. C'est alors qu'il lui demanda de lui enseigner les techniques de la princesse de l'épée avant son départ pour Brescia afin de s'entraîner davantage. Éblouie par le talent de son fils, sa mère s'était aussitôt mise à vanter ses prouesses devant le reste de la famille. Le rêve d'Arel s'interrompt brutalement lorsque le cocher le réveille à Brescia. À peine descendu, Arel remarque autour de lui une multitude d'épéistes, dont plusieurs de niveau avancé. Curieux, il demande au cocher quelle est sa classe, mais celui-ci prétend être un simple homme ordinaire. Arel souligne pourtant qu'il avait reconnu avec précision ses compétences d'épéiste, ce qui prouve qu'il doit être très fort lui-même. Pris de court, le cocher avoue qu'il est en réalité un chevalier sacré avancé. Arel s'étonne alors de le voir conduire une carriole. Le cocher explique qu'il prend parfois des pauses loin des batailles pour se reposer en effectuant de simples trajets. Arel hoche la tête, comprenant qu'il est aussi important de souffler que de s'entraîner sans relâche. Avant de se séparer, le cocher lui conseille d'intégrer une guilde d'épéistes pour débuter. Il lui révèle que la cité organise de nombreux tournois d'escrime où l'on peut remporter de belles sommes d'argent. Cependant, il souligne qu'Arel ne pourra pas participer sans adhésion à une guilde. Arel accepte le conseil, plein d'enthousiasme à l'idée d'affronter des adversaires plus puissants. Mais le cocher l'avertit également. Certaines guildes sont peu recommandables, et il devra faire attention. Après son départ, Arel se retourne et s'avance dans les rues animées de Brescia. Il découvre la guilde des cavaliers qui recrute des chevaliers épéistes, ainsi qu'une guilde ouverte à tous, la Route de l'épée. Soudain, une fille se jette sur lui pour le serrer dans ses bras, mais elle s'écrase lamentablement au sol lorsqu'il l'évite d'un geste instinctif. Étonnée qu'il ait esquivé sans même la regarder, elle conclut qu'il est extrêmement puissant pour percevoir sa présence ainsi. Tandis qu'Arel demeure perplexe, la jeune fille lui demande s'il souhaite rejoindre une guilde. Comme il acquiesce d'un signe, elle commence aussitôt à lui faire un discours commercial sur sa nouvelle guilde. Elle lui tend un contrat, mais Arel s'éloigne sans dire un mot. La fille s'accroche alors à sa ceinture et lui demande pourquoi il s'en va. Arel lui répond qu'elle paraît bien trop désespérée. Il suppose que sa guilde manque cruellement de membres parce qu'elle est faible, même si elle tente de se vanter d'être une grande guilde renommée. Refusant de se laisser duper, Arel continue de marcher, mais la jeune fille finit par se présenter. Elle s'appelle Lilia.
Pour le convaincre, elle lui propose même un rendez-vous s'il accepte de rejoindre son groupe. Harel lui répond froidement qu'il n'est pas intéressé, la laissant sans voix. Il la compare intérieurement à sa sœur aînée, une fille qui se donne des airs alors qu'elle a une poitrine de planche à découper. Puis, sans détour, il lui demande quelle est la plus grande guilde de Brescia. Blessée par son manque de respect, Lilia se met aussitôt en colère. Soupirant pour se calmer, Lilia lui révèle que Blackblade est la guilde la plus puissante, composée de 8 épéistes de rang A. Elle lui indique leur emplacement et Harel se dirige aussitôt vers leur immense quartier général. Un garde l'intercepte et lui demande ce qu'il veut. Harel répond qu'il souhaite rejoindre la guilde et le garde lui dit alors de passer un test. Suivant ses indications, Harel se met dans la file d'attente pour s'inscrire à l'examen. Lorsque vient son tour, la réceptionniste lui explique que leur guilde n'accepte que des classes avancées. Harel déclare qu'il est sans classe et la réceptionniste éclate de rire avec mépris, l'invitant à partir immédiatement. Derrière lui, d'autres épéistes commencent à chuchoter, mais Harel insiste. Sûr de ses capacités, il demande la permission de tenter l'épreuve. La réceptionniste refuse fermement, affirmant qu'il n'a pas le pouvoir de changer les règles. Soudain, la salle s'illumine lorsque des épéistes de rang A entrent. À ce moment, Harel comprend qu'il vaut mieux tenter sa chance ailleurs. Il visite d'autres guildes, mais toutes le rejettent sans même prendre le temps de réfléchir. Abattu, Harel se rend compte qu'on ne lui a laissé aucune chance de prouver sa valeur. Il se souvient alors de la lettre de recommandation que sa mère lui avait donnée pour rejoindre son ancienne guilde. À l'époque, Harel pensait qu'elle était simplement trop protectrice, mais il comprend désormais qu'elle savait qu'il serait rejeté partout ailleurs. Décidé, Harel choisit donc de se tourner vers la guilde de sa mère. C'est alors que Lilia réapparaît, mais il l'ignore et s'éloigne. En marchant dans la cité, Lilia ne cesse de le supplier de rejoindre sa guilde pour la sauver. Harel refuse encore et encore, jusqu'à ce que Lilia, désespérée, lui propose d'aller jusqu'à lécher ses bottes pour le convaincre. Dégoûté, Harel s'en va, laissant la jeune fille humiliée devant les habitants outrés. Furieuse mais obstinée, Lilia jure de ne jamais abandonner. Finalement, Harel trouve l'emplacement de la guilde qu'il recherchait, mais Lilia le rattrape une fois de plus. Elle lui dit qu'il est le bienvenu et lui montre un quartier général immense. Intrigué, Harel s'étonne. Pourquoi une guilde dotée d'un siège aussi imposant semble-t-elle si faible? Lilia lui confie qu'autrefois, la guilde brillait de gloire, mais qu'elle a perdu toute sa puissance. Cependant, elle est persuadée qu'elle pourra restaurer la grandeur de Dragonfang, autrefois dirigée par le roi aux doubles épées. À ce nom, Harel se rappelle que sa mère avait elle aussi appartenu à cette guilde dans sa jeunesse. Pour la première fois, il accepte de visiter. Lilia l'emmène alors à l'intérieur et le conduit jusqu'à un siège. Soudain, un homme ivre surgit du canapé. C'est le père de Lilia. Furieuse, elle se met aussitôt à lui crier dessus. Lilia lui rappelle que le médecin lui a interdit de boire et qu'ils n'ont même pas d'argent pour acheter de l'alcool. Cependant, son père n'en a cure, et Harel réalise soudain qu'il s'agit du roi aux doubles épées. En remarquant le bras manquant de l'homme, Harel comprend que celui-ci lui ordonne de quitter la guilde, affirmant qu'elle est condamnée à disparaître. Lilia tente de l'arrêter, mais son père l'ignore et s'éloigne. Elle explique alors à Harel que son père fut l'un des plus grands épéistes de Brescia, mais que sa carrière s'est brisée le jour où il a perdu son bras. Elle pense qu'Harel ne voudra jamais rejoindre une guilde aussi misérable. Pourtant, contre toute attente, il décide d'en faire partie. Lilia croit rêver, mais Harel lui confie que les autres guildes le rejetteront de toute façon. Ravie, elle lui tend le contrat de la guilde et Harel s'assoit pour le signer. Une fois terminé, il remet le document à Lilia, qui découvre alors qu'il est totalement sans classe. Convaincue qu'Harel se moque d'elle, elle exige qu'il lui montre son certificat de classe. En l'examinant de plus près, Lilia se fige, puis se lève calmement, tire son épée et menace Harel de lui donner la classe des défunts s'il ne quitte pas immédiatement la guilde. Intrigué, Harel lui demande pourquoi elle veut le chasser et elle lui rétorque avec colère qu'elle a besoin de véritables épéistes pour relever sa guilde. Repensant à l'humiliation qu'il lui avait infligée, Lilia se sent frustrée d'avoir été ridiculisée par un bon à rien sans classe. À ce moment, une femme nommée Reina entre dans la pièce et Lilia se précipite aussitôt dans ses bras. Elle lui explique qu'un vaurien sans classe a tenté de la piéger, mais Reina reconnaît immédiatement Harel.
Surpris, Harel ne comprend pas comment elle le connaît. Rena lui révèle alors qu'ils viennent du même village natal. Elle lui rappelle qu'ils s'étaient affrontés lorsqu'ils étaient enfants, mais Harel avoue qu'il n'en a gardé aucun souvenir. Rena insiste en disant qu'ils se sont revus il y a 5 ans, mais Harel lui répond qu'il n'aurait jamais oublié une beauté pareille. Le visage de Rena vire aussitôt au rouge écarlate, et Harel finit par se souvenir avoir combattu un garçon roux. Cependant, Rena révèle la vérité. Elle est en réalité la fille unique du capitaine Evan. Harel s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, et Rena suppose qu'elle doit paraître différente à cause de ses cheveux désormais longs. Pensant que ce n'est pas sa chevelure qui a changé, Harel laisse son regard glisser vers la poitrine de Rena, tandis que Lilia lui demande si c'est bien le sang classe qu'il avait vaincu autrefois. Lorsque Rena acquiesce, Lilia reste choquée qu'il s'agisse vraiment de lui. Rena déclare qu'elle ne perdra pas cette fois-ci, car elle est devenue beaucoup plus puissante. Encore marquée par sa défaite passée, elle lance à Harel un défi pour un duel de revanche, rien que pour l'honneur. Les 2 filles le conduisent alors jusqu'au terrain d'entraînement de la guilde, et Lilia ne cesse de s'étonner que Rena accepte d'affronter un « bon à rien » sans classe. Cependant, Rena admet qu'Harel est redoutablement fort et se dit déterminée à le vaincre. Une fois les 2 épéistes en place, Lilia joue le rôle d'arbitre et donne le signal du combat. Rena attaque immédiatement avec une coupe jumelle, car elle pense pouvoir bloquer sans difficulté. Mais les lames traversent sa défense et frappent son corps de plein fouet. Interloqué, il se demande comment elle a réussi à percer sa garde, tandis que Rena jette au sol sa lourde épée. Elle lui explique que son arme pèse 5 fois plus qu'une normale, ce qui rend impossible pour lui de contrer sa technique de la même manière. Elle révèle ensuite que sa classe de brute épéiste augmente considérablement sa puissance d'attaque. Choqué, Harel part son assaut et la félicite pour ses progrès impressionnants, alors qu'elle poursuit ses offensives sans relâche. Harel recule et reconnaît qu'il perdra s'il continue à l'affronter de front. Il s'étonne qu'elle dévoile ainsi ses propres secrets, mais Rena rétorque qu'elle est prête à tout pour le vaincre. Alors, Harel lui dit qu'elle ne pourra jamais le toucher avec sa vitesse, et elle fonce aussitôt pour le punir de son arrogance. Elle dévie son épée et frappe son corps, mais celui-ci disparaît dans une simple image résiduelle. À sa stupeur, Harel réapparaît derrière elle et effleure sa nuque d'un coup rapide. Ébranlée, Rena se demande comment il a esquivé son attaque, mais Harel lui rappelle qu'il ne s'agissait que d'une ombre. Sachant que la technique de l'ombre est l'apanage des épéistes suprêmes, Rena reste figée, abasourdie. Elle tente de l'attaquer à nouveau, mais Harel esquive tout avec aisance, expliquant que cette technique revient simplement à se déplacer très vite. Rena se sent insultée par cette explication trop simpliste, et Harel ajoute que cela lui a demandé énormément d'efforts pour la maîtriser. Il disparaît encore une fois et lui assène un nouveau coup, mais remarque que ses attaques n'endommagent pas la barrière protectrice de Rena. Souriante et fière, celle-ci révèle que les épéistes de puissance bénéficient aussi d'une défense renforcée. Rena tente de l'attaquer de nouveau, mais Harel esquive sur le côté et lui assène une contre-attaque foudroyante. Il révèle qu'il a appris cette riposte auprès de sa mère, et Rena s'écroule, vaincue. Témoin du combat, Lilia reste stupéfaite, mais finit par annoncer la victoire d'Harel. Rena, frustrée d'avoir perdu malgré les efforts qu'elle a fournis pour devenir plus forte, laisse échapper sa déception, tandis qu'Harel la félicite pour son talent. Cependant, il souligne qu'il est simplement plus fort qu'elle, et les larmes montent aux yeux de Rena. Lilia se précipite pour la réconforter, furieuse qu'Harel l'ait faite pleurer. Lui, perplexe, ne comprend pas pourquoi elle pleure alors qu'il vient de la louer. Rena, rougissante, prétend qu'elle n'a pas pleuré et s'enfuit en courant vers la guilde. Pourtant, à peine rentrée, ses sanglots éclatent au grand jour, et Harel comme Lilia l'entendent pleurer à chaudes larmes, répétant qu'elle a perdu malgré 5 années d'entraînement acharné. Après cela, Lilia accepte avec joie qu'Harel rejoigne leur guilde. Il remarque bien son changement d'attitude, mais elle fait semblant d'avoir toujours cru en sa force. Harel se souvient de son comportement agressif, puis l'oublie, et lui demande pourquoi leur guilde est sur le point de disparaître. Un peu gênée, Lilia lui avoue qu'ils sont endettés. Lorsqu'il lui demande combien, elle l'attire tout près et lui chuchote le montant à l'oreille, précisant toutefois qu'il pourrait tout rembourser s'il remporte le tournoi à venir. Lilia explique qu'il faut 3 membres pour participer, et Harel lui demande pourquoi Rena reste dans un endroit aussi misérable.
Lilia lui révèle qu'à son arrivée à Brescia, Reyna avait été rejetée par toutes les grandes guildes. Cependant, son père avait perçu le potentiel de la jeune fille et l'avait accueillie avec bienveillance dans Dragonfang. Arel acquiesce, comprenant que Reyna rend cette gentillesse en restant loyale à la guilde. Il assure à Lilia qu'il sera facile de régler leurs dettes grâce au tournoi. Mais Lilia n'est pas aussi confiante, car leurs adversaires pourront aligner jusqu'à 5 combattants, tandis qu'ils ne sont que 3. Alors qu'elle s'inquiète de leurs puissants ennemis, Arel, lui, se sent transporté d'excitation face à ce défi. Avec un regard déterminé, il déclare que combattre des adversaires puissants est la véritable raison de sa venue à Brescia, tout en sachant qu'on l'observait en secret depuis le début. Le maître de la guilde, témoin de son immense potentiel, s'éloigne en silence, convaincu d'avoir trouvé une pépite rare. Le lendemain, Arel se réveille dans une chambre inconnue, avant de se rappeler qu'il vit désormais au sein de la guilde Dragonfang. En sortant de sa chambre, il salue Lilia et Reyna qui sont déjà installés à la table du petit déjeuner. Lilia lui demande s'il a bien dormi et Arel hoche la tête, avouant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi dans un vrai lit. Remarquant que Reyna reste totalement silencieuse, Arel se demande si elle est encore vexée d'avoir perdu contre lui. Mais Lilia interrompt ses pensées en annonçant une bonne nouvelle. Ils sont enfin éligibles pour participer au tournoi des guildes. Elle déclare avec enthousiasme que Dragonfang est officiellement inscrit et prêt à se battre. Curieux, Arel lui demande si la récompense du tournoi suffira à rembourser leurs dettes. Lilia acquiesce, puis commence à lui expliquer les règles de la compétition. Pour remporter la victoire, il faut éliminer tous les membres de la guilde adverse. Reyna, inquiète, fait remarquer qu'ils risquent de tomber contre des adversaires redoutables, surtout qu'ils sont en infériorité numérique. Mais Lilia, toujours optimiste, affirme qu'ils ont peu de chances d'affronter un épéiste de rang A. Heureusement, dit-elle, leur guilde possède déjà 2 épéistes de rang B, ce qui la rend confiante. Arel, un peu perdu, demande ce que signifient ces fameux classements. Reyna lève les yeux au ciel et le traite d'ignorant, tandis que Lilia lui explique calmement que les épéistes sont classés du rang D au rang A, selon leur puissance. Elle ajoute qu'il n'existe que 20 épéistes de rang A dans tout Brescia, et que Reyna et elle sont toutes 2 de rang B. Même si Arel a vaincu Reyna, Lilia ne soupçonne pas qu'il puisse être de rang A. La différence de puissance entre un B et un A est bien trop énorme pour être franchie aussi facilement. Soudain, Lilia se souvient que les affrontements du tournoi doivent être annoncés d'un instant à l'autre, et elle s'empresse de partir vérifier les résultats. Une fois Lilia partie, Reyna se lève à son tour. Arel lui demande où elle va, et elle répond qu'elle s'en va s'entraîner. Intrigué, Arel lui demande de confirmer qu'elle est bien une épéiste de puissance, puis il l'interroge sur ses compétences secondaires. Reyna lui explique qu'elle possède une capacité appelée Guts, qui renforce sa barrière de protection. Désireux d'apprendre cette compétence, Arel se lève soudainement et lui prend les mains. Reyna, rougissante, pense qu'il tente un geste romantique. Mais Arel la déstabilise en lui demandant de le frapper, avec son épée toujours dans son fourreau. Il lui explique sérieusement que c'est ainsi qu'ils pourront mieux se comprendre. Reyna, confuse et embarrassée, rétorque qu'elle n'est pas assez bizarre pour ce genre de relation. Arel, imperturbable, précise qu'il veut simplement apprendre sa technique Guts, rien de plus. Il pense que, puisque la compétence Guts augmente la capacité d'une personne à endurer les attaques, le meilleur moyen de l'apprendre est de se faire frapper à répétition. Reyna lui rappelle qu'il ne peut pas simplement copier ces techniques, car elles sont une bénédiction de la déesse. Mais Arel rétorque qu'il a déjà réussi à apprendre les techniques double tranche et ombre, ce qui laisse Reyna sans voix. Elle finit par l'emmener sur le terrain d'entraînement où Arel lui demande de lui prêter son épée lourde, pensant qu'il n'aura pas la force de la manier. Reyna reste stupéfaite lorsqu'il la soulève sans le moindre effort. Arel lui explique que c'est le fruit de nombreuses heures d'entraînement acharné et qu'il est certain de pouvoir maîtriser la capacité Guts grâce à elle. Reyna, touchée, reconnaît enfin les efforts d'Arel et décide de lui enseigner cette technique. Elle le prévient qu'elle n'ira pas de main morte, ce qui fait sourire Arel, heureux d'avoir trouvé une femme aussi forte venant du même village que lui. Rougissant à nouveau face à son compliment, Reyna lève son épée et commence l'entraînement. Alors qu'il s'exerce, Lilia arrive en courant, complètement paniquée. Elle vient d'apprendre leur premier adversaire.
En larmes, elle annonce que leur premier match sera contre Blackblade, la guilde la plus puissante de toute la ville. Sachant que leur chef, George, est un véritable salaud sans scrupules, Lilia est persuadée qu'il n'aura aucune pitié pour eux. Mais malgré la peur, elle décide de ne pas fuir son destin et de tout faire pour que leur guilde soit prête. Lorsqu'elle remarque enfin Rhaina en train de frapper Harel, Lilia croit qu'ils se battent à cause d'une mauvaise entente d'équipe. Rhaina tente d'expliquer qu'il s'agit simplement d'un entraînement spécial, mais Lilia reste convaincue qu'elle se défoule sur lui. Épuisée, Harel se relève en se plaignant de la faim, mais Lilia lui dit de prendre d'abord de l'eau bénite. Les jours passent, et le moment du tournoi arrive enfin. Harel reste bouche bée devant l'énorme colisée et la foule immense rassemblée autour. Il entend des spectateurs murmurer à propos de leur combat à venir. Beaucoup sont impatients de voir s'affronter deux grandes guildes, mais presque tous misent sur Blackblade, persuadés que la guilde Dragonfang n'a aucune chance de gagner. Lilia, indignée, se prépare à leur prouver le contraire. Harel, intrigué, découvre qu'il existe des paris officiels pendant le tournoi. Lilia affiche alors un sourire malicieux en remarquant que les cotes de paris pour leur victoire sont de 20 contre 1. Harel, impressionné, trouve ce chiffre énorme, mais Lilia lui rappelle avec colère que cela signifie que personne ne croit en eux. Pourtant, elle voit là une opportunité en or. Si, par miracle, ils gagnent contre Blackblade, ils pourront arnaquer tous les parieurs et se faire une fortune. Sachant que leur guilde est condamnée à la faillite s'ils perdent, Lilia avoue qu'elle a hypothéqué sa maison et misé toutes leurs économies sur leur propre victoire. Rhaina, choquée, pense qu'elles sont folles puisqu'il y a plus de chances de perdre que de gagner. Mais Lilia répond avec un air déterminé qu'elles sont déjà au plus bas et qu'elles n'ont donc rien à perdre. Soudain, George s'approche, applaudissant Lilia pour son ardeur à défendre la guilde de son père. Il lui demande des nouvelles du « héros sans classe » qu'elle a recruté, avec un ton moqueur que Lilia reconnaît immédiatement. Faisant mine d'être sincère, George prétend qu'il est simplement attristé de voir la décadence de la guilde rivale. Il se vante d'avoir organisé le duel exprès, pour que tout le monde voie l'ancienne plus grande guilde affronter la nouvelle plus forte. Avec un sourire narquois, il ajoute qu'il lui a même donné une belle occasion de gagner de l'argent grâce au pari, tout en riant, certain qu'elle n'a aucune chance contre ces épéistes classés. Ah! Furieuse, Lilia lui lance qu'ils gagneront quoi qu'il arrive, mais George s'en va, la laissant bouillir de rage. Harel remarque à quel point George est rusé, capable de se moquer tout en paraissant courtois. Quand le moment du match arrive, le présentateur met l'ambiance et la foule explose en acclamations. Harel constate que George ne combattra pas personnellement, pensant que c'est peut-être un signe de clémence. Mais Lilia le détrompe. Tous les membres de Blackblade sont des épéistes de rang A. Rhaina, elle, se prépare sérieusement, convaincue qu'ils ne leur feront aucun cadeau. Harel, lui, sent l'excitation monter à l'idée d'affronter des adversaires aussi puissants. Bientôt, l'annonceur proclame le premier combat. Le duel opposera Geo de Blackblade à Harel, le sans-classe de Dragonfang. Alors qu'il entre dans l'arène, les murmures du public s'élèvent autour de lui. La foule se met à chuchoter, se demandant pourquoi la guilde Dragonfang a envoyé un faible sans-classe se faire humilier. Geo, de son côté, trouve que le combat est une pure perte de temps. Lorsque l'annonceur donne le signal, Geo se téléporte instantanément devant Harel et le transperce avec sa lance. Lilia pousse un cri de stupeur, mais Rhaina la rassure. Ce n'est qu'une ombre. L'image d'Harel disparaît aussitôt et le sourire arrogant de Geo s'efface. Il se retourne et plante sa lame dans le corps derrière lui, pour découvrir qu'il s'agit encore d'une ombre. Désormais, deux Harel se tiennent face à lui dans l'arène. Convaincu qu'il peut les éliminer d'un seul coup grâce à sa technique de frappe éclair, Geo se prépare à bondir. Mais une troisième silhouette d'Harel surgit derrière lui. Pris de court, il attaque les trois ombres à la fois, les dispersant en un éclair, jusqu'à ce que le vrai Harel apparaisse sous lui et le terrasse d'un unique coup. Geo s'effondre, incapable de comprendre comment Harel peut créer trois ombres à la fois. Harel lui répond calmement que sa mère peut en créer 5 sans même forcer. L'arbitre déclare alors la victoire de Dragonfang et la foule explose en acclamations. Lilia saute de joie, tandis que Rhaina reste abasourdie qu'un sans-classe ait pu vaincre un épéiste de rang A aussi facilement.
Tandis que les soigneurs emmènent Géo sur une civière, Harel songe qu'il lui faudra encore de l'entraînement avant de pouvoir copier la frappe critique de son adversaire. Le public, lui, n'en revient pas qu'un simple sans classe dépasse des épéistes aguerris. George observe la scène en silence, le regard assombri, tandis que le match suivant commence. Le prochain combattant de Black Blade fonce sur Harel en dégainant son épée, mais celui-ci part sans effort chacune de ses attaques. D'un mouvement rapide, Harel lui assène un coup double et remporte à nouveau la victoire. Dans le combat suivant, son adversaire tente un duel rapproché au poignard, mais Harel apparaît derrière lui comme un fantôme et le met au tapis. Même ses coéquipières n'en reviennent pas. 3 victoires d'affilée. Rena demande à Lilia pourquoi elle ne se bat pas, mais Lilia, lucide, admet qu'elle n'aurait aucune chance et préfère encourager leur prodige. Elles se joignent à la foule pour l'encourager alors qu'Harel affronte un porteur de bouclier. Ce dernier encaisse les assauts, persuadé qu'Harel ment sur son absence de classe. Mais Harel, impressionné, le félicite et explique qu'il devra l'épuiser petit à petit, car il ne peut percer sa défense. Le combattant lui rétorque qu'un héros sans classe ne devrait même pas en être capable. Harel lui répond calmement qu'il a simplement travaillé dur pour en arriver là, mais le porteur de bouclier secoue la tête. Selon lui, les classes ne peuvent pas être surpassées par le simple effort. Il feint alors une attaque à l'épée avant de foncer sur Harel avec son bouclier, espérant le surprendre. Mais Harel anticipe le mouvement grâce à sa capacité de prémonition et riposte avec une contre-attaque fulgurante. Le choc fait voler le bouclier de son adversaire, qui reste bouche bée. Il comprend qu'Harel a appris la technique en l'observant lors de son précédent combat. Harel, pour sa part, admet intérieurement qu'il est encore loin de maîtriser cette technique, mais qu'il peut déjà l'utiliser au combat après l'avoir vue une seule fois. Il enchaîne avec un coup de pied de contre-attaque, projetant encore son adversaire en arrière. Ce dernier est abasourdi. Comment ce type peut-il assimiler une compétence aussi vite ? Harel s'avance alors tranquillement, ramasse le bouclier tombé au sol, ce qui met son adversaire en rage. Le porteur de bouclier charge pour le punir de son insolence, mais Harel esquive d'un pas fluide et l'abat en utilisant sa propre technique de contre-bouclier. L'arbitre proclame la 4e victoire consécutive d'Harel et la foule se déchaîne. Beaucoup commencent à douter. Est-il vraiment sans classe ? Les organisateurs du tournoi, suspicieux, exigent alors de voir sa carte de classe. Harel accepte sans protester. L'annonceuse insère la carte dans la sphère de cristal et le silence tombe lorsque la lumière confirme. Harel est bel et bien sans classe. George, dans les gradins, commence à sentir la pression de la défaite. Même Rena, d'ordinaire si froide, commence à espérer sincèrement qu'il puisse gagner le match. Lilia, quant à elle, est partagée entre fierté et frustration. Si elle avait su qu'Harel cachait une telle puissance, elle aurait vendu ses héritages familiaux pour miser encore plus d'argent sur eux. Rena murmure qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse progresser à ce point et se demande comment Harel s'est entraîné pendant ces 5 dernières années. Lilia, elle, laisse son esprit dériver vers des pensées plus sombres. Si le pire devait arriver à la guilde, elle pourrait toujours la reconstruire avec Harel à ses côtés, ou mieux encore, en l'épousant. Son regard devient si inquiétant qu'Harel en frissonne intérieurement, ressentant une aura malicieuse émaner d'elle. Soudain, la voix de l'annonceuse retentit. Le dernier combattant de Black Blade entre dans l'arène, le maître Masamune. Harel remarque immédiatement la katana qu'il porte à la taille et Reina réalise avec stupeur qu'il s'agit d'un épéiste de classe samouraï, une classe extrêmement rare. Lilia comprend aussitôt. Masamune est l'atout secret de Black Blade, leur arme ultime pour ce tournoi. Lorsque le combat commence, Masamune avance d'un pas tranquille, pose la main sur la garde de son sabre et Harel sent son cœur se serrer sous la pression. Remarquant l'hésitation d'Harel, Masamune esquisse un sourire et confirme qu'il attend simplement qu'il s'approche pour utiliser sa technique ultime. Entendant cette provocation, Harel commence à avancer vers Masamune, ce qui le surprend. Il explique qu'ils ne peuvent pas rester plantés là comme des arbres pendant tout le combat et qu'il veut aussi voir les attaques les plus puissantes de son adversaire. Masamune ricane et lui dit qu'il n'aura ni le temps de réagir, ni celui d'observer s'il libère sa technique ultime. Cependant, Harel garde confiance en sa propre vitesse et continue d'avancer. Il remarque que l'épée de Masamune est toujours dans son fourreau et se demande s'il compte vraiment porter l'attaque finale en un seul coup.
Harel pense à utiliser ses ombres, mais renonce. Masamune est bien trop concentré pour tomber dans ce genre de piège. Il s'arrête juste devant son adversaire, conscient qu'un seul coup décidera de l'issue du combat. Les deux garçons retiennent leur souffle, et lorsque Harel fait son dernier pas, Masamune frappe instantanément d'une attaque fulgurante. Mais Harel disparaît juste devant lui, et Masamune reste figé, stupéfait de voir qu'il s'est déplacé si vite avec son véritable corps. Derrière lui, Harel le félicite pour sa vitesse, tout en ajoutant que celui qui l'a entraîné est encore bien plus rapide. Il libère alors une tempête perçante qui submerge Masamune et le projette au sol. Reina et Lilia restent bouche bée. Elles reconnaissent la technique finale de la princesse de l'épée. La foule, elle, n'en croit pas ses yeux. Harel a remporté le combat. Le commentateur confirme la victoire, et tout le monde se met à crier contre la lame noire pour avoir fait perdre tout leur argent sur les paris. Les deux coéquipiers d'Harel célèbrent leur victoire, et Lilia essaie de le serrer dans ses bras à son retour. Il l'esquive, la laissant tomber, en expliquant que c'était un réflexe de défense hérité de sa grande sœur. Lilia se relève enjouée, pensant déjà à tout l'argent qu'ils ont gagné, tandis qu'Harel remarque Reina, les bras ouverts. Elle se rend compte de sa pose embarrassante et rougit, mais Harel lui dit qu'il aimerait bien la serrer dans ses bras, sans l'armure. Lilia lui propose aussitôt d'exaucer ses désirs, mais il l'évite à nouveau, la laissant retomber, tandis que George serre les dents, prêt à venger cette défaite humiliante.